Il y a eu une grosse accélération de OK, notre préoccupation, c'est oui, tenir les délais, mais prioriser un backlog et pour surtout délivrer un produit qui soit de qualité pour les utilisateurs. Donc faire de la discovery. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un duo. Julie Ménéghel, Lead Product Manager, Bastien Hugues, Design Manager. Donc, on va parler de synergie, peut-être aussi de challenge entre le produit et le design. Et du coup, vous êtes de chez Bouygues Telecom. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui à mes côtés. La traditionnelle première question. Julie, Bastien, je vous laisse vous présenter. Effectivement, je travaille chez Bouygues Telecom depuis 5 ans en tant que lead PM sur toute la partie vie client. Donc j'ai 3 produits desquels je m'occupe aujourd'hui où notre rôle va être de faire en sorte que les clients n'aient pas besoin d'appeler ni le service client, ni d'aller en boutique pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc pour tout ce qui va être gestion de la ligne, dépannage des équipements, tout ce qui leur permet en tout cas de gérer leur offre. Mais aussi, on a un objectif propre à l'entreprise, Bouygues Telecom, sur toutes les logiques d'upsell. Donc vraiment tout ce qui tout ce qui existe sur une base client et en particulier, nous, de faire venir le maximum de clients chez Bouygues Telecom et les clients qui sont déjà là, de basculer l'ensemble de leur ligne chez Bouygues Telecom. Et moi, je travaille avec Julie notamment. En gros, je suis à la tête d'une équipe d'une douzaine de product designers qui travaillent sur l'ensemble des produits digitaux de Bouygues Telecom. Donc à la fois le site, la partie boutique, puisqu'on vend des box, des forfaits, des téléphones. Donc faire en sorte sur ce volet-là que la souscription soit la plus simple possible pour l'utilisateur et la plus efficace d'un point de vue performance business. Et une fois qu'on est devenu client Bouygues Telecom, c'est un site, donc un espace client sur le site ordinateur et surtout une application Bouygues Telecom où là notre objectif c'est de faire en sorte qu'avec les feature teams qui travaillent sur les périmètres de l'application, de l'espace client et de l'assistance, faire en sorte que les utilisateurs trouvent facilement une réponse à leurs besoins. Comment vous êtes retrouvé à ces postes? Comment vous êtes mis à faire du product design, du product management? Voilà, ça intéresse en général tout notre auditoire, donc voilà, preneur de vos explications là-dessus. Donc j'ai commencé par un parcours assez classique, bac+5, avec pas mal d'alternance, ce qui m'a permis aussi de mettre les mains dedans directement et notamment d'arriver en agence digitale. Donc moi c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, c'est là où j'ai découvert vraiment tout le volet gestion de projet finalement, parce qu'à l'époque on parlait pas du tout de produit, c'est ce que tu disais. D'apprendre tout ça dans la meilleure école qui soit parce que finalement c'est des conditions très extrêmes. T'as des deadlines à respecter, des moyens qui sont pas forcément à la hauteur des ambitions qu'ont nos clients, donc des ressources réduites aussi. Ce que j'ai rapidement observé en fait en gérant ces projets de ces manières-là, c'est que c'est assez difficile dès qu'on a des projets de grosse envergure en fait. Dès qu'on est sur des projets qui vont toucher à l'international ou qui vont toucher différents produits, on se retrouve à avoir des choses qu'on a imaginées 1 an à l'avance qui collent pas forcément ni aux besoins des utilisateurs ni au SI finalement de l'entreprise, avec des allers-retours qui s'enchaînent et qui s'arrêtent jamais. Je me rappelle notamment sur certains projets d'avoir des V25 de planning, donc des choses finalement qu'on n'arrive pas à tenir et qui fonctionnent pas du tout pour des projets aussi gros. Et puis il y avait aussi un autre aspect, moi, qui me manquait et qui me frustrait vraiment, c'était de pas savoir derrière ce qui se passait en fait dans les mains de nos clients. Est-ce que ça performe, est-ce que ça performe pas, est-ce qu'on a besoin d'itérer pour améliorer finalement le produit. Et ça, en fait, c'est un volet vraiment qui me manquait. C'est comme ça que je suis arrivée chez Bouygues Telecom. Au début, pas sur ce rôle-là nécessairement. On était encore dans de la gestion de projet, mais en tout cas, il y avait déjà une certaine culture de l'agilité et un terreau assez fertile sur toute la partie produit. Et ça s'est vraiment accéléré depuis à peu près 5 ans. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'est arrivé Bastien dans les équipes. Ok.
Ouais, et moi je suis arrivé dans le produit par le plus grand des hasards. Et chez Bouygues Télécom aussi, j'ai un parcours qui est complètement what the fuck, je pense, par rapport à beaucoup d'autres homologues. Moi j'étais journaliste pendant un peu plus d'une dizaine d'années. En gros, moi je suis parti de France Télévisions en 2019 pour rejoindre une agence de presse début 2020 qui cherchait à se diversifier et notamment travailler pour vraiment des clients privés non médias. Et le premier client était Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, la problématique, c'était comment on développe un contenu de qualité pour attirer des nouveaux clients. Et la volonté était d'avoir des journalistes pour faire un travail de bonne qualité. Et donc la sollicitation était faite avec l'agence avec laquelle je travaillais, qui s'appelle ETX Studio. Et je suis arrivé donc vraiment pour faire du contenu. Et de fil en aiguille, en travaillant dans le cadre d'une nouvelle plateforme de marque, puisque le On est fait pour être ensemble, qui est la signature de marque de Bouygues Télécom, c'était en 2020, juste au moment où j'arrivais. La volonté était de réécrire aussi, non pas seulement des articles dans un coin du site pour attirer de nouveaux utilisateurs, mais plus globalement, réécrire le site, je sais pas le dire différemment, mais avec une tonalité, une nouvelle tonalité, qui soit plus friendly avec les utilisateurs. Et puis, qui dit réécrire, dit toucher forcément à l'architecture de l'information à l'intérieur des parcours, dit toucher au référencement. Et au final, une mission où j'étais consultant et qui devait durer 3 à 6 mois, 4 ans après, je suis toujours là, 4 ans et demi maintenant. Et en ayant travaillé donc à la fois sur le contenu, le référencement, puis avec les UX designers, et finalement fin 2021, fin 2022 pardon, en prenant la tête de l'équipe UX pour réfléchir du coup pas seulement au contenu, mais de manière beaucoup plus générale à l'expérience utilisateur. Moi, ce que j'avais envie d'évoquer, c'est, vous en parlez un petit peu, ça arrivait évidemment par petits pas, une approche projet, peut-être une approche contenu, pour arriver petit à petit vers une approche produit chez Bouygues Télécom. Et en plus, comme tu l'expliquais, Julie, je crois que le Bouygues Télécom est quand même assez avant-gardiste. Ça fait un moment qu'il y a eu de l'agilité, qu'on commence à toucher tout du doigt le mode produit. Voilà, comment, je sais pas si vous avez la réponse, comment c'est arrivé, quels ont été les déclencheurs, qu'est-ce qui a entraîné ce mode produit, et aujourd'hui, voilà, quelle est la réalité de la pratique du produit et du product design chez Bouygues? Ouais, effectivement. En fait, il y a quelques années, on a eu la chance on a bénéficié, si tu veux, d'une réorganisation en interne qui nous a permis vraiment d'être mise en visibilité, la direction digitale, et de pouvoir vraiment accélérer sur toute cette partie produit, de créer une direction produit et d'accélérer sur tout ce qui était méthodo, outils, etc. Donc, une petite Exactement. Et là où on a réussi, je trouve, assez bien, on a réussi à relever le challenge, c'est que, alors, au début, forcément, tu réexploites, tu réutilises, tu adaptes tout ce que tu as pu lire dans les bouquins qu'on connaît tous. Voilà. Forcément, t'es obligé d'adapter parce que tu veux pas heurter, t'as besoin d'évangéliser, donc il faut y aller progressivement. Tu vas revoir tes formats d'atelier, tu vois, le design sprint au démarrage, tu veux pas des design sprints d'une semaine où là tout le monde va vraiment faire des gros yeux, où tu vas dire j'ai besoin de 10 personnes pendant parce qu'on est quand même assez nombreux et qu'on a pas mal de parties prenantes pendant une semaine. Non, on travaille voilà, sur des temps plus réduits, on met plus de personnes dans la boucle, et puis au fur et à mesure on évangélise pas mal. Et aujourd'hui, je trouve que l'exercice il est quand même bien réussi, qu'aujourd'hui, tu vois, tu peux parler de persona avec n'importe quel stakeholder, il sait de quoi on parle, tu vois, même si on rentre pas dans le détail, mais tu vois, sur toutes ces choses-là, et même sur les formats d'atelier, c'est des choses que à un moment donné, chacun a pu participer à telle ou telle chose, et donc aujourd'hui, c'est plus là, en tout cas, qu'on a notre énergie à mettre, et je trouve qu'on arrive maintenant assez bien à respecter comme il le faut toutes ces méthodes et ces frameworks produits. En fait, ce fonctionnement, je trouve, avec du recul, qu'il n'a pas été si complexe finalement. Alors, dans la mise en place, j'y étais pas, mais au final, dans l'opération, finalement, ça s'est fait de manière relativement pertinente dès lors qu'on a compris que ça mettait de la fluidité, que ça mettait chacun au niveau de son expertise. Vraiment, chaque expert apporte une expertise, et c'est pas le projet qui prime, c'est plutôt les expertises qui viennent enrichir un produit en continu. Cette vision-là, je trouve qu'elle a été assez vite comprise aussi, donc au sein du digital, mais aussi auprès de ceux qui avaient l'habitude de travailler avec le digital, qui voyaient un intérêt. C'est les projets, ils sortent, on les voit sortir vite, parce que c'est des petits projets d'amélioration du produit, et ça veut dire que voilà, chacun y trouve son compte. Y compris je pense en gain en termes de ROI. Je pense que chacun y trouvait vraiment son compte. Et c'est en montrant qu'on a su
onboarder tout le monde et pousser vraiment ces méthodos et que tout le monde soit même demandeur en fait de vouloir participer à tout ça, à tous ces rituels Là, c'est important aussi que l'organisation en tant que telle soit un produit, je sais pas comment le dire autrement non plus, mais voilà, que l'organisation s'adapte. L'organisation est un produit aussi. C'est un écosystème. Ouais, voilà. Et il y a 1 an et demi à peu près, je pense, voilà, 1 an et demi, on a eu aussi eu un accompagnement de Product Ops, de Design Ops pour dire, bah, en fait, ok, on a atteint un certain niveau de maturité, mais comment on fait pour aller plus loin et quels sont tous les petits points de friction qu'on peut encore lever pour être encore plus performant juste et que ce soit encore plus agréable de travailler dans un écosystème produit. Et ça aussi, je trouve c'est hyper important, c'est de se dire une fois qu'on a mis en place un socle, effectivement ce que tu disais Julie on commence par la base, un truc très méthodo, mais ensuite comment on fait en sorte de le customiser et de faire en sorte que ton organisation soit un produit vivant et qu'on continue d'améliorer. Je trouve que c'est une posture hyper importante. Ouais, j'adore parce que nous, on dit beaucoup ça aux clients et parfois ils ont du mal à comprendre que l'organisation, c'est comme un produit, ça doit évoluer, s'adapter, itérer. Chouette. Et du coup, de ce que je comprends, une transfo incrémentale qui s'est plutôt bien déroulée et ça fait plaisir à entendre, pas trop dans la douleur en plus. Du coup, aujourd'hui, si on fait l'état des lieux dans le présent, en termes de méthode, de pratique produit, t'évoquais qu'un design sprint théoricien à la Google, c'est compliqué à appréhender dans un grand compte. On peut pas mandater, bloquer pendant une semaine X parties prenantes, etc. Comment vous appréhendez justement? Qu'est-ce que vous gardez dans les démarches, les méthodes, et qu'est-ce que vous faites évoluer, vous adapter? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un peu de détails ou 2-3 anecdotes? Bah, moi, je dirais pas que c'est pas possible. C'est pas possible au début, ou en tout cas, c'est difficile. Surtout si t'as pas l'appui des grands patrons. Ça veut dire que les grands patrons doivent être déjà familiers. Donc, bah ouais, si tu dis dans un énorme groupe et que t'as besoin de l'appui du directeur marketing ou du directeur nous on a un directeur grand public, ou du jour au lendemain, tu lui dis, bah en fait, j'ai besoin de tant de moyens pour bloquer pendant une semaine tant de personnes sur une méthode que lui ne connaîtrait pas, c'est compliqué. Donc tu peux lui expliquer, mais après ça va demander ok, mais je veux voir quoi, je veux avoir déjà un aperçu. C'est là où commencer par petits pas, et c'est aussi du produit de se dire ok, c'est quoi finalement quand on parle souvent de MVP, bah ok, c'est quoi le MVP qu'on peut mettre en place en termes d'orga. Donc sur un design sprint, bah oui, effectivement, on n'est pas obligé de commencer par un design sprint hyper ambitieux, mais au final, une fois qu'on a montré que ça marchait, bah là toute la boîte suit. Et donc oui, on a des exemples, et un récemment là en cours où on retravaille l'application à l'aune d'un projet plutôt marketing initialement, de se dire voilà comment on retravaille l'application pour que quand on est à la tête d'une famille, ce soit plus simple de gérer plusieurs lignes. Aujourd'hui, on est plutôt c'est simple de gérer ma ligne, si j'en ai 2, c'est OK, mais si j'ai toute la famille à gérer, c'est pas évident. Bah ça, le marketing nous dit, OK, on doit faire évoluer nos offres dans ce sens-là. Nous, on se dit, OK, mais le produit, il doit évoluer aussi dans ce sens-là. Sinon, ça veut dire que tu vends une offre où le produit, en tant qu'utilisateur, il est décorrélé. Ça n'aurait aucun sens. Donc là, bah, simple. On se dit, OK, on a combien de temps? On a un temps impossible, c'est-à-dire 1 mois ou 2 initialement pour tomber la nouvelle expérience. OK, bah, on a un format qui marche bien, qu'on maîtrise, que vous connaissez. Et c'est ça et dont vous connaissez aussi l'impact positif sur le temps gagné, sur l'argent économisé et sur les résultats réellement obtenus, c'est le design sprint. Et là, on a besoin de clairement 5 jours. Et peut-être même qu'on aura besoin de 2 fois 5 jours si on veut faire 2 sujets. Bah ok, là, il y a toute la boîte qui suit et tu te dis, ok, t'es dans un grand compte. Ok, c'est pas l'image des boîtes les plus agiles, mais n'empêche qu'une fois que t'as fait tes preuves, bah le grand compte, la grande entreprise, la grande organisation peut se mettre au service. Et là, ce qui est important, c'est que c'est le digital, la direction digitale qui commence à être au centre en disant maintenant on va parler produit. Ok, vous avez des offres, nous on va parler du produit pour réfléchir à l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, comment vous arrivez à collaborer? Comment vous arrivez à mettre ces démarches en place? Ça, c'est peut-être la question facile. Évidemment, dans le yin, il y a le yang. J'ai envie aussi de vous poser la question, est-ce qu'à un moment vous êtes séparés? Est-ce qu'à un moment ça a du bon aussi de se séparer? Peut-être question un peu moins facile. Et je vais vous titiller un petit peu. Notamment, il y a Airbnb, il y a pas longtemps, qui a fait une sortie en disant qu'ils pourraient remplacer les product managers par leurs product designers pour tout couvrir de A à Z. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il faut plus un rôle sur le cycle de vie du produit plutôt qu'un autre? Voilà, est-ce que c'est les deux ensemble? On voit souvent le binôme en discovery, par exemple. Voilà, preneur de
Et vous pourriez avoir des opinions divergentes, il n'y a pas de sujet là-dessus, de vos visions là-dessus. Aujourd'hui, nous, comment on fonctionne, comme l'évoquait Bastien, on est organisé aujourd'hui. Alors nous pas en feature team, mais on a essayé d'aller un cran plus loin. On est sur ce qu'on appelle nous des mission teams. Donc on s'est inspiré de ce que propose aujourd'hui Mythic. Ils sont organisés de cette manière-là où tu as des gros objectifs macro sur lesquels tu t'appuies pour ensuite pouvoir délivrer ta roadmap trimestrielle et puis annuelle. Par OKR, du coup. Oui, c'est ça. C'est qu'en gros, nous, on a deux gros objectifs. Un qui est très orienté business, parce qu'on a besoin d'accélérer dessus. Et c'est aussi la force de la mission team, c'est que ça te permet aussi de pouvoir accélérer, mettre le poids du corps de temps en temps sur certains objectifs. Pas être décoré de la réalité. Exactement, parce que pendant longtemps, on a été très orienté sur la partie satisfaction client. On enrichit un maximum l'application sur toute la partie accompagnement, SAV, dépannage. Et aujourd'hui, on a une application qui est très riche de fonctionnalités et les clients en sont très satisfaits, mais on a aussi des objectifs d'entreprise sur lesquels on veut accélérer. Et d'ailleurs sur lesquels les clients ont un vrai intérêt en fait qu'on aille aussi sur ce terrain-là, parce qu'en fait aujourd'hui quand un client recherche quelque chose pour enrichir son forfait, pour enrichir son offre, en fait c'est assez compliqué, il y a pas mal de passerelles et donc on a besoin d'accélérer sur ce genre de choses. Donc ce type d'organisation en tout cas nous permet d'accélérer sur nos objectifs. Et en fait aujourd'hui, alors même si on n'a pas des UX qui sont vraiment dédiés à 100%, honnêtement ils le sont à 90-95%. Ouais. À un moment, on a réussi à avoir vraiment le binôme 100% sur un objectif. Pour des raisons d'organisation, on a dû un petit peu extraire de temps en temps nos UX, mais honnêtement, aujourd'hui, on a vraiment un PO, un UX qui travaille sur son objectif et qui est focus là-dessus. Donc, on est vraiment finalement sur... Et tout ça en transverse de la discovery au delivery. Tout à fait, ouais, complètement. Donc, ils vont travailler en binôme. Et puis après, je dirais, c'est vraiment plus de la bonne intelligence sur les différents sujets. En fonction on va dire de l'appétence de chacun et puis de l'aisance des différents PO sur la partie discovery, tu vas avoir des PO qui sont un peu plus à l'aise, qui vont pouvoir prendre le lead sur certains objectifs et qui vont pouvoir traiter des sujets vraiment très en amont sur la partie discovery avec l'UX. Et il y a des PO où là, c'est vraiment l'UX qui est beaucoup plus en lead, beaucoup plus moteur sur les méthodos, sur le déroulé de toute cette partie-là, de toute cette phase-là. Mais en tout cas, les deux travaillent systématiquement en binôme. T'as pas de moment où c'est décorrélé. Les deux ont le même objectif, le même vocabulaire, les mêmes sujets et travaillent vraiment en binôme du moment où on cadre le sujet jusqu'à la partie vraiment test, où même les UX participent à cette partie-là et c'est important pour nous. Okay. Je te rejoins sur le fait de travailler en bonne intelligence. Alors deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on est passé d'une orga vraiment très feature team à mission team. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le côté travailler en bonne intelligence entre product owner et product designer. Oui, il y a product effectivement en commun, mais après il y a un socle commun et il y a des spécificités ou des expertises qui vont venir se compléter. Le problème pour moi, c'est le socle commun. Le socle commun, il est de plus en plus large, je trouve, autour de la discovery, parce qu'il y a de plus en plus de discours sur la discovery et l'importance de la discovery, là où avant, j'avais beaucoup de product owners, pas forcément que sur la vie client. On a, encore une fois, on a une douzaine d'équipes différentes sur le digital, donc c'est beaucoup. Mais il y avait encore des product owners qui étaient très branchés gestion de projet, delivery, backlog, et donc il y a des besoins, il y a des calendriers et on doit se focaliser sur le fait de respecter les deadlines. Et maintenant, on évolue depuis plusieurs années maintenant, depuis deux ans, je pense qu'il y a eu une grosse accélération de OK, notre préoccupation, c'est oui, tenir les délais, mais prioriser un backlog et pour surtout délivrer un produit qui soit de qualité pour les utilisateurs. Donc faire de la discovery. Et c'est là où la discovery, le kiff est quoi? Moi, très souvent, encore aujourd'hui, et franchement, j'ai pas la recette magique, et je pense pas que Julie l'ait non plus, mais c'est travailler en bonne intelligence, où parfois, ça va être effectivement le product owner qui va plutôt prendre le lead sur certains aspects de la discovery, pour déléguer aussi certaines parties de la discovery au product designer. Je pense que, je donne un exemple pour illustrer ça. La partie données internes, recherche interne, qu'est-ce qui marche dans le parcours, quelles sont les performances business sur ce parcours, etc. Moi, les product designers, ils ont du mal à savoir qui sont les bons interlocuteurs. Ils changent. Il y a énormément d'équipes. On est effectivement dans un grand, voire très grand compte parce que ça veut dire qu'on peut avoir franchement des dizaines d'interlocuteurs différents au global.
quand un product designer arrive sur un périmètre et qu'il le connaît pas forcément très bien, il va se dire ouais, mais auprès de qui je vais aller chercher cette info-là? Je sais même, voilà, bah là c'est pour moi, c'est le product owner qui va savoir t'aiguiller et même. Alors la question c'est est-ce que le product designer met les mains dans le cambouis ou juste entre guillemets pose les bonnes questions et c'est le product owner en complément qui va aller chercher des réponses. Par contre, la donnée utilisateur au sens recherche utilisateur, test utilisateur, sondage, questionnaire, test d'utilisabilité sur l'existant, à mon sens, c'est plutôt un product designer dans son rôle aussi du UX. Alors, researcher est une expertise à proprement parler, mais le product designer doit avoir des compétences en UX research. Là, c'est le product designer qui va prendre le lead. Mais ça se fait aussi avec un product owner parce que si tu viens et que tu dis bah voilà moi les données que j'ai et que ton product owner te dit tiens t'as demandé ça, bah non j'y ai pas pensé. Et ça est-ce que tu sais comment les utilisateurs se comportent sur tel, bah non j'y ai pas pensé. Ça pose problème. Donc là c'est là où le binôme il prend sens, c'est que chacun va avoir son expertise mais il va y avoir un socle à mettre en commun ou à voilà travailler en commun. Et le binôme pour moi il repose vraiment là-dessus quoi. Et il marche, en vrai, il marche plutôt bien, mais clairement, ça, c'est un produit qui est en évolution et je pense que toutes les réponses sont pas trouvées aujourd'hui, quoi. Ok, intéressant. Donc, on sent, hein, et c'est souvent le mouvement des boîtes, un passage à l'agilité où on est très output driven, un passage au mode produit global où on est très outcome driven, comme vous le disiez. Justement, est-ce que vous avez réussi à mesurer les impacts ou est-ce que vous arrivez à sentir, toucher du doigt l'impact peut-être sur l'expérience utilisateur, l'impact business, vous en parliez, de ce mode-là, de cette organisation, de ce que vous avez accompli, je pense, ces dernières années. Voilà, est-ce que vous avez quelques exemples, initiatives? Sur la partie vraiment impact positif qui sont, je pense, reconnus de tous dans la boîte, ça va être surtout sur l'aspect collaboratif et le gain de temps qu'on a au global en fait sur la gestion des sujets, parce qu'on va pas se mentir, effectivement on est dans un grand groupe, il y a des projets longs, mais clairement qui sont gérés de manière beaucoup moins douloureuse qu'à l'époque où on était vraiment en mode projet, où moi je vois des personnes dans l'équipe de Bastien, dans mon équipe qui il y a quelques années géraient voilà vraiment en mode projet et qui étaient en souffrance sur certains sujets, qui aujourd'hui en fait, et pourtant c'est la même chose, hein, même timing, on est sur des timings de 9 mois. Ça peut être long pour certains sujets et pourtant c'est traité de manière complètement différente et pourtant on a les mêmes équipes en face. Par contre, on a restreint les effectifs, donc ça veut dire qu'on a un interlocuteur métier par département. Donc voilà, on simplifie les choses. Voilà, on va utiliser nos méthodes, nos outils, nos frameworks. Donc les équipes, ça donne aussi beaucoup plus de sens en fait à ce qu'on fait. Et puis toute la recherche utilisateur et tous les feedbacks clients qu'on va avoir au fur et à mesure, qui font que finalement quand on livre, ok, ça a peut-être mis 9 mois, mais en fait au final on a fait plein de petites boucles d'itération. Et au moment où on sort notre voilà, on est en train de travailler en ce moment sur un gros sujet. On arrive nous-mêmes aussi à identifier les opportunités. Et ça, c'est des choses qui sont nouvelles. Donc, tu peux être dans du projet, pour moi, malgré tout faire du produit, et en plus renverser aujourd'hui, je trouve, la balance sur la position qu'on a au sein de la boîte. Parce que Bouygues Telecom, on n'est pas dans un écosystème où la boîte est portée par le produit. Clairement pas. On n'est pas chez un Blablacar, ton produit plante, ton business plante. Bouygues Telecom, tu vas en boutique, tu t'appelles le service client, voilà. C'est qu'ils sont leaders sur un métier historique et le digital vient en surplus. C'est exactement ça. Mais aujourd'hui, on arrive à trouver un rôle où, d'un point de vue stratégique, en fait, on a une valeur ajoutée et on nous écoute. Et là récemment, c'est ça, parce qu'en fait, on arrive avec peut-être une initiative qui a été ou une opportunité qui a été identifiée par le marketing. Tu vas travailler avec ces équipes-là et puis au contact des utilisateurs avant même que tout ça ne sorte, tu te rends compte que finalement, ce serait peut-être bien de proposer ce service-là en plus. Et ça vient des équipes produits. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau chez nous. Par le passé, on subissait un petit peu toutes les demandes des stakeholders sans pour autant pouvoir nous avoir un petit peu voilà ces initiatives qu'on pouvait porter au niveau des équipes produits. Le schéma relationnel a changé. Complètement. Ouais, ça met vraiment l'expertise dont je parlais juste avant, ça la met en lumière. Ultra concrètement. Je pense qu'on peut citer l'exemple, je pense que tu pensais à celui-là, Julie, sur l'application là dont on parlait, donc évolution de l'application,
pour gérer plus facilement plusieurs lignes quand on est à la tête d'un foyer. À la base, on a quand même des métiers qui nous disent voilà, on imagine plutôt ci et plutôt ça et plutôt ci et plutôt ça. Et nous, on se dit peut-être que c'est souhaitable, mais peut-être qu'on peut le faire différemment. Peut-être que c'est pas souhaitable. On va interroger les utilisateurs. On interroge les utilisateurs basiquement sur qu'est-ce que vous appréciez dans votre application actuelle et à quoi elle ne répond pas aujourd'hui et que vous aimeriez que ça change chez Bouygues Télécom et chez les concurrents, parce que le but du marketing, c'est aussi d'attirer des nouveaux clients. Donc, allons aussi interroger des utilisateurs de Free, d'Orange, de SFR, de Red, ainsi de suite. Et ce qu'on voit, c'est que cette cible marketing qui est je gère les lignes de mon foyer, quand on les interroge et qu'on leur dit qu'est-ce que vous avez besoin de faire qu'aujourd'hui vous n'y arrivez pas, ils commencent à nous dire moi ma problématique c'est de gérer surtout c'est les lignes de mes enfants. Et je veux pas qu'il y ait de débord de factures, je veux pas qu'il y ait du n'importe quoi, que mon gamin puisse accéder à certains sites dont j'ai pas envie qu'il les utilise, etc. Et voilà, on commence à se dire tiens, il y a un truc qui émerge là. La conclusion, c'est ok, l'une des problématiques centrales des parents, c'est sur leur appli d'opérateur, gérer les lignes des enfants. Et donc là, on commence à parler avec le marketing et on leur dit ça, vous nous en avez pas parlé très en détail, mais il y a un truc là, on doit creuser. Et ça les intéresse parce qu'ils se disent ok, ça devient un asset où ça peut être une preuve. Ça peut être une preuve de dire ok, venez chez Bouygues Télécom, vous allez gérer facilement les lignes. Et si vous avez des enfants, vous allez avoir des fonctionnalités qui vont vous permettre de. Et donc d'où ça vient? Ça vient du digital et des utilisateurs, mais qui ont été interrogés par le digital pour le produit digital. Et à partir de là, tu as des stakeholders dans la boîte qui vont te dire ok, mais sur tel nouveau projet, est-ce que vous pourriez commencer par interroger les utilisateurs? Vous le faites bien, vous savez le faire, vous avez des outils qui vous permettent de le faire rapidement aussi, à moindre coût. Enfin, franchement, on va pas se mentir, il y a aussi, quand je dis à moindre coût, c'est pas au rabais, mais je veux dire entre des études qui vont prendre 3 mois ou 6 mois, parce qu'il y a une direction à la stratégie qui va faire des études de 3 ou 6 mois, qui vont être ultra poussées, beaucoup plus complètes, qui n'ont pas du tout la même ambition, mais plus coûteuses. Vous allez aussi avoir l'agilité du digital qui va dire ok, nous on a aussi d'autres outils, d'autres moyens, mais qui vont nous permettre quand même de sortir des choses hyper intéressantes. Et là, c'est les métiers qui vont se tourner ensuite vers le digital. Et là tu te dis t'as gagné. Et pour répondre à la question de comment on mesure, il y a plein de moyens de mesurer évidemment, mais il y a aussi, moi je trouve un moyen, c'est d'interroger les équipes de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 6 mois, faire un petit baromètre de comment vous vous sentez et de poser toujours les mêmes questions et de voir comment ça évolue. Clairement, moi, côté product design, ça a évolué hyper positivement. Et le cœur du truc, c'est notre expertise est enfin comprise. On n'est plus pour les product designers qui sont souvent vus comme le produit fini, c'est la maquette. Donc, tiens, tu peux me faire une maquette. C'est non, en fait, c'est bien plus que ça, un product designer. Et donc, dès lors que les product designers sentent qu'on les interroge, on les interpelle pour leur expertise et pas juste pour le produit fini, qui n'est qu'un produit fini. Voilà, c'est pas le plus intéressant en fait, le produit fini. C'est tout ce qu'il y a avant. Alors ça y est, c'est gagné quoi. Super chouette. Peut-être le dernier élément sur lequel je souhaite avoir votre vision et des éléments de réponse. Je sais pas si vous pouvez répondre parce que c'est un peu plus technique, mais justement ce passage en mode mission, ça m'intéresse. C'est du coup comment c'est organisé en termes de découpage, parce que c'est pas forcément facile à découper. Peut-être moins facile que des features qui sont très très claires, très sanctuarisées. Et à quel moment on arrête, on stoppe? C'est à quel moment on se dit la mission est accomplie? Est-ce qu'il y a toujours du continu ou est-ce qu'on passe sur un autre enjeu? Alors nous, ça a été assez simple parce qu'en fait, ces objectifs-là sont des objectifs qu'on a continuellement en fait dans nos objectifs annuels, si tu veux. Bien qu'on soit organisé quand même avec suffisamment de monde et suffisamment de on avait vraiment le bon mode d'organisation, les bons profils, tout ce qu'il fallait. On avait du mal à accélérer, notamment sur la partie business. C'était vraiment, je pense que c'était le pain point de l'équipe. On n'arrivait pas en fait à adresser ces sujets-là. Donc une forte volonté déjà de la direction de produit en fait d'accélérer, donc de trouver le mode d'organisation qui nous permette d'accélérer. Mais effectivement, comme tu le dis, où est-ce que tu mets le niveau de granularité sur ton objectif justement pour pas avoir un objectif qui finalement tous les trimestres t'as une mission team qui permute sur un autre truc. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y a quand même
une volonté des équipes de travailler ensemble. Dès lors qu'elles ont, tu vois, commencé à bien bosser ensemble, elles ont pas envie d'être permutées tous les 6 mois et de changer d'équipe et de changer même d'objectif. Hein. Quand t'es attaché à un objectif, ton objectif c'est vraiment de le faire bouger, d'avoir un impact là-dessus, et t'as pas forcément envie 6 mois plus tard de te retrouver sur autre chose. Donc il fallait que ce soit suffisamment pérenne et que ce soit suffisamment macro pour qu'en fait on arrive à les décliner à la maille trimestrielle, pour qu'on arrive à comment dire, à les animer, si tu veux, tout au long de l'année. Donc nous, on est vraiment sur des objectifs très macro qui sont, on a un certain nombre enfin, par exemple sur l'application, on a une contribution à avoir sur le nombre de ventes au sens large, et puis derrière, au trimestre, tu vas décliner en fonction de tes priorités. Donc ça peut être, là on va accélérer sur le parc client, par exemple monoligne. Donc on a des clients qui sont monolignes, demain on veut qu'ils deviennent multilignes. On accélère sur cet objectif-là. 3 mois plus tard, tu peux t'orienter sur les options. En fait, l'objectif est suffisamment macro pour qu'ensuite, quand tu déclines au trimestre, on arrive quand même à l'animer. Et finalement, il reste assez pérenne dans le temps, cet objectif macro. Et dans tout ça, peut-être se projeter sur l'avenir, les tendances, le mode produit, que ça soit côté product management, côté product design, peut-être les métiers qui l'entourent, peut-être les stakeholders, peut-être le groupe, peut-être plus largement. Qu'est-ce que vous voyez émerger? Qu'est-ce que vous appréhendez comme sujet? Qu'est-ce que vous avez envie de déployer? Qu'est-ce que vous sentez? On peut détecter les signaux faibles. Pour moi, il y a un point d'interrogation qui est justement, hein, t'en parlais tout à l'heure, mais la collaboration entre product owner et product designer, jusqu'où elle va aller et jusqu'où elle peut aller. Est-ce que les différentes strates seront toujours utiles? Moi, je le crois. Mais par contre, il y a quand même un point d'interrogation. C'est plus le product designer va aller sur le terrain du product owner et le product owner vers le terrain du product designer avec les outils qui évoluent. Là, évidemment, il y a la question de l'IA, et donc c'est le deuxième point. Ce qui est évident et qui est la préoccupation, c'est jusqu'où l'IA va pouvoir aller dans la production. Aujourd'hui, c'est une aide à la production, c'est OK, mais demain. Là, on a vu les dernières évolutions de Figma annoncées sur 2024, où ça laisse penser à certains que j'exprime un besoin et hop, la maquette est faite, quoi. Encore faut-il exprimer correctement le besoin, connaître les contraintes des utilisateurs. Jusqu'à preuve du contraire, Figma aujourd'hui ne sait pas ce qu'un utilisateur, une cible bien précise de Bouygues Telecom, attend de son espace client, de son application. Mais demain, gros point d'interrogation. Moi, je sais que j'ai des designers de mon équipe où quand ils regardaient la config de Figma, c'était en mode waouh, mais on va devenir quoi? Parce que forcément, dans l'imaginaire de certains, oui, effectivement, on va appuyer sur un bouton et ça y est, la maquette est faite. Auquel cas, à quoi sert le product designer? D'un autre côté, le product owner, aujourd'hui, il ne sait pas utiliser. Enfin, chez nous, en tout cas, les product owners n'utilisent pas Figma en tant qu'outil de c'est pas leur besoin. Mais est-ce que demain l'outil va devenir suffisamment utilisable par eux, et donc ça posera vraiment cette question de la frontière qui est déjà un peu floue. Demain, c'est aujourd'hui on sent qu'il y a un flou et que parfois faut bien se coordonner pour pas se marcher sur les pieds. Est-ce que demain ça va s'accélérer ou au contraire ça va clarifier les attendus des uns et des autres? Et puis côté product design, c'est l'IA au global de à quoi sert l'IA demain. Sur la partie produit fini, oui, ça peut nous faire gagner beaucoup de temps, mais au-delà de si ça nous en permet d'en dégager sur la discovery, ça va reposer la question de OK, mais alors si le product designer va encore plus sur la discovery, sur les chiffres, sur la data, etc., alors le product owner, à quoi il va servir? Donc pour moi j'ai des éléments de réponse, mais franchement aujourd'hui c'est plutôt des interrogations qui sont au centre de demain, qui va faire quoi. Et franchement je trouve ça plutôt enthousiasmant dès lors qu'on en a conscience, qu'on y réfléchit, qu'on le pense collectivement. Je trouve ça hyper enthousiasmant de se dire là aussi on est dans un produit, il évolue, le métier est un produit aussi à la limite, et il se réinvente, il bouge, faut juste l'anticiper au maximum, quoi. Et je rejoins Bastien, et je pense qu'il n'y a pas
à être effrayé de tout ça parce que comme tu le dis, c'est en constante évolution et c'est des transformations qu'on a pu vivre aussi il y a quelques années, tu vois, où les postes qu'on avait évolué et en fait, si t'es passionné par le produit, pour moi, tu vas continuer en fait à toi-même te former, à découvrir de nouvelles choses qui font que tu vas jamais t'ennuyer et que tu vas forcément trouver ta place là où on a besoin de toi en fait, tu vois, parce que on se disait ok. Demain, peut-être que les PO auront accès à Figma. Il y a quelques années, les chefs de projet mettaient les mains dans Photoshop. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être un retour arrière et peut-être que ou peut-être pas et peut-être que les designers, on va aussi les attendre peut-être un cran plus loin sur peut-être aussi la partie content design aussi. En fait, on sait pas, mais je pense que il faut pas forcément avoir peur de cette IA. Au contraire, je pense qu'elle est là pour nous faciliter la vie et que il n'empêche qu'on aura toujours besoin. Enfin là, on parle de content design, mais et t'en as dans ton équipe, mais c'est pas parce qu'on a eu ChatGPT qui est arrivé que on n'a pas eu besoin derrière des équipes pour retravailler tous les textes, d'apporter le tone of voice qui va bien. Et ça, t'as beau faire travailler ton IA dessus, je pense que t'auras toujours besoin d'humains derrière pour apporter voilà la petite cerise sur le gâteau et voilà. Donc non, je pense qu'en tout cas, il y a pas forcément d'inquiétude à avoir là-dessus. Surtout qu'aujourd'hui, pour bien dompter une IA, tout le monde, je pense, commence à s'accorder sur le fait qu'il faut être soi-même expert de son projet pour bien utiliser l'IA. Si on simplifie, un prompt éclaté va donner un résultat éclaté, ce qui veut bien dire que pour avoir un résultat de super qualité, alors il faut avoir un prompt de super qualité. Qui peut faire un prompt de super qualité? Quelqu'un qui est suffisamment expert pour faire un prompt de super qualité. Donc voilà. Et donc pour moi aujourd'hui, c'est plutôt dans la posture, c'est une question de posture, de comment en 2024, 2025, j'anticipe le plus possible toutes les évolutions qui sont franchement à une vitesse par contre assez folle. Donc comment j'arrive à consacrer du temps pour analyser ce qui bouge, comprendre, essayer des choses, tester des choses, pour ne pas être à la ramasse en 2025-2026 quoi. Pour moi, c'est plutôt ça la question. Et aujourd'hui, il y a un fossé qui va à mon avis se creuser. C'est ça la difficulté peut-être. C'est comment faire en sorte que s'il y a un fossé qui se creuse entre ceux qui sont hyper agiles sur l'IA, mais au global, les nouveaux outils qui vont graviter autour de nos métiers du produit, bah, il y en a certains qui vont vraiment prendre ce train-là. D'autres, s'ils ratent le train, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt sur ceux qui rateraient le train, en gros. Après, malheureusement, je pense que toutes les organisations sont pas forcément au même niveau non plus, parce que d'un point de vue, par exemple, sécurité ou ce genre de choses, tu vas avoir justement des entreprises qui vont être un petit peu à la traîne parce qu'on a envie de sécuriser, on rajoute une surcouche, on veut pas que les équipes directement travaillent avec ces outils-là. Donc effectivement, ouais, c'est sûr, ça ira. En tout cas, il y aura plus d'inertie, je pense, dans les grands groupes que dans les plus petites structures. Et justement, peut-être pour itérer un petit peu sur cette question, est-ce que dans votre domaine, dans les télécoms, est-ce que vous voyez justement d'autres signaux faibles ou est-ce qu'il y a ce genre de sujets qui viennent se collapser entre innovation et sécurité quelque part Chez Bouygues Telecom, là, il y a une IA Factory qui s'est mise en place avec un plateau avec plusieurs dizaines de personnes dédiées à, OK, on doit être vraiment plus moteur, à la fois sur les usages orientés client, utilisateur et usage interne avec des moyens qui sont dédiés sur comment on utilise facilement l'IA. Moi, je vous donne un exemple. On a mis en place un Research Repository, donc une base de données où on va centraliser toute la connaissance des utilisateurs qui est accumulée à travers la recherche utilisateur, pour faire simple. Sauf qu'une fois que la base est grande, traiter la donnée, ça demande un peu de temps. Faut se mettre dedans. Ça va s'adresser à des product owners, des product managers. Mais si en tant que product manager, je me mets à la place de Julie et je prépare en gros ma vision pour à 2 ans et que je me dis tiens, j'aimerais bien savoir ce qui marche ou ce qui marche pas sur l'application ces derniers temps. Si j'ai une IAG dans laquelle je lui dis OK, je simplifie à l'extrême, mais sors-moi les 5 paid points qui reviennent le plus souvent dans les recherches utilisateurs et qu'un outil me permet de la sortir, je serai content. Je pense que ça me prendra 2 minutes au lieu de me prendre 2 heures ou 2 jours, quoi. Donc, c'est là où c'est intéressant, je trouve, c'est que quand on est dans des grands groupes, oui, il y a des contraintes. Les contraintes de sécurité font partie de ces contraintes-là, mais il y a aussi des opportunités et des moyens qui nous permettent d'aller aussi loin, voire très loin. Et donc là, il y a des choses qui bougent, mais
Voilà, c'est à l'échelle de, enfin, franchement, moi, je sais pas dire à quoi ça ressemblera dans 6 mois aujourd'hui, quoi. Très chouette. Peut-être pour la fin et pour clôturer notre échange, un petit conseil, une petite recommandation pour les personnes qui nous écoutent, sachant que le public est varié. Hein. Il peut y avoir des product leaders, des product managers de tous horizons, des aspirants au mode produit, qu'ils soient côté design ou côté produit, mais voilà, peut-être un sujet qui vous tient à cœur ou un conseil. Pour les product leaders ou les product designers, pour aller vraiment sur un scope assez large, on entend énormément. Quand on regarde LinkedIn, on voit que les personnes du product doivent penser impact. La réalité, c'est que moi, au quotidien, je le vois trop peu. Et ça, c'est un problème parce que pour les product leaders, je pense qu'on va avoir l'oreille des grands dirigeants et donc des moyens qui vont être attribués dès lors qu'on va réellement parler impact avec eux. ROI. Si on est capable de dire, en fait, oui, je t'ai coûté tant sur ce projet-là, mais je t'ai rapporté tant de plus grâce à la méthode qu'on a mise en place, grâce à ceci et grâce à cela, alors on commence à avoir l'oreille des dirigeants. Moi, j'ai sincèrement chez Bouygues Télécom, je trouve qu'on a fait il y a eu vraiment un shift en peu de temps dès lors qu'on s'est mis à dire, ok, sur chaque sujet, on va penser impact. Donc, voilà, s'il y a un sujet, c'est oui, raisonner impact, mais prouvez-le, illustrez-le, mettez-le en exemple, écrivez tous les impacts que vous pouvez avoir. Là, vous gagnez énormément en commençant à penser comme ça, quoi. Ben, merci, ouais, c'est un super message pour la fin et c'est aussi un sujet émergent qu'on voit. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, ben, voilà, outcome, et de plus en plus, ben, le produit prend de l'importance stratégique et on voit cette notion d'impact. Avec la difficulté, pardon pour couper la conclusion, mais la difficulté de mesurer dans le temps en particulier. Parce que bah oui, on travaille sur un produit, on passe d'un sujet quand même si le produit est le même sur lequel quand on a la chance de travailler sur un produit dans la durée, on va passer d'un petit sujet à un autre petit sujet, à un autre gros sujet, à un autre petit sujet. Et en fait, l'impact, souvent, il se mesure, l'impact réel en production, il va se mesurer dans la durée, quoi. Bon, alors parfois, bam, changement, mise en prod, changement immédiat, impact positif immédiat, c'est cool, tout le monde s'en félicite. Ok, mais 6 mois plus tard. Et en fait, c'est là où je trouve la difficulté, c'est de mesurer l'impact dans la durée. Parce que voilà, à court terme, c'est bien, c'est très cool. Parfois, c'est pas mesurable, donc c'est pas cool. Et parfois, c'est vraiment à très court terme, mais à long terme, je trouve qu'il y a une difficulté à suivre vraiment dans la durée. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Ok, très clair. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est l'effet durabilité et de pas perdre tout ça en bout de ligne. Super. Écoutez, merci beaucoup. Julie, Bastien, merci. C'était chouette et on a appris plein de choses et du coup, j'espère que vous aurez pas mal de retours. Peut-être qu'on peut vous contacter, je sais pas si des personnes veulent vous écrire, vous contacter. Ouais, bien sûr. LinkedIn. Ouais, voilà, sur LinkedIn. On aura sûrement peut-être ouais, une ouais, réaction. complètement. Ça apporte. Avec plaisir. Encore merci pour votre temps. Bah, merci à toi. On est toujours ravis d'échanger sur le produit. Je pense qu'on est passionné et que ça se voit et que voilà, ça nous fait plaisir en tout cas de partager avec vous et voilà, c'est toujours des moments hyper intéressants. Bon, bah, trop chouette. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!